Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Cet invité est François de Rugy, député écologiste de Loire-Atlantique, coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée. Vous êtes coprésident parce que Barbara Pompili est également la présidente. Alors on se moque souvent des socialistes dans les enquêtes d'opinion, mais le dernier sondage, qui est un sondage BVA Express pour les élections européennes, donne des Verts à seulement 9% d'intention de vote. Alors 9% ça paraît beaucoup comme ça, mais c'était beaucoup plus la fois dernière, 16,28% pour Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir d'abord. Oui, c'est un sondage. Moi, je regarde les sondages. Je fais pas partie de ces hommes ou de ces femmes politiques qui disent qu'ils ne les regardent pas, sauf quand ils sont bons pour eux ou pour elles. Donc ils vont à peu près tous dans le même sens. Globalement, oui. Enfin, pour les écologistes, il y a une grande stabilité d'ailleurs depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entre 8 et 10%. Et c'est vrai que si, au-delà du symbole du chiffre 10%, mais par rapport à ce que vous disiez sur le résultat d'il y a 5 ans, qui avait été peu entrevu par les sondages d'ailleurs. C'est-à-dire que juste avant, c'est assez rare d'ailleurs, mais juste avant les élections, nous n'étions pas du tout crédités de 16%. Donc une bonne surprise est encore possible. Non, plus sérieusement, c'est à chacun de choisir. La campagne électorale pour les élections européennes, elle a été très courte parce qu'il y a eu les élections municipales avant, parce que l'enjeu des élections européennes n'est pas toujours bien identifié et ça se comprend par les électrices et les électeurs, pas simplement en France. Vous savez qu'en Pologne, par exemple, le taux de participation n'est que de 30% aux élections européennes et pourtant la Pologne n'est que depuis 10 ans dans l'Union européenne et a voulu être dans l'Union européenne. Donc c'est un problème général. Moi, je crois qu'il y a quand même un enjeu. Et pour les écologistes, il y a un message assez simple. Si les électrices ou les électeurs veulent plus d'écologie en Europe et plus d'Europe pour l'écologie, il y a une liste qui est toute trouvée, c'est la liste Europe Écologie. De ce point de vue-là, les choses sont assez claires. Autre explication, peut-être qu'il y a 5 ans, Daniel Cohn-Bendit était un bon client. Il était une bonne tête de liste, extrêmement talentueuse. C'est Daniel Cohn-Bendit, quelqu'un qui est bien identifié sur la scène politico-médiatique française, à la fois par l'image d'un personnage quasi historique par rapport à mai 68, mais aussi et surtout par rapport à l'Europe. Oui, parce qu'il est français et allemand. Voilà, et que tout le monde sait qu'il est un fervent européen, extrêmement convaincu et convaincant. Donc évidemment, il est irremplaçable, au sens où ça sert à rien d'essayer de le remplacer par un clone ou par quelqu'un qui lui ressemblerait. Mais moi, je dois dire qu'il y a des candidats et des candidates dans toutes les régions de France, ces fameuses euro-régions un peu bizarroïdes pour les élections européennes, qui sont des députés ou des députés européens et européennes sortants ou sortantes qui ont fait du travail, qui ont fait un mandat et qui se représentent sur la base d'un bilan de députés extrêmement actifs. Donc j'invite les auditeurs, s'ils veulent aller le voir, le vérifier, il y a maintenant des sites internet qui mesurent tout cela. Et c'est un élément aussi de choix avant les élections européennes d'avoir des députés européens qui seront actifs au Parlement européen et pas simplement sur les plateaux de télé en France. Alors François de Rugy, vous étiez pour la présence de ministres écologiques au gouvernement. Oui. Vous l'avez beaucoup dit, quand Manuel Valls vous l'a proposé, vous étiez d'accord, pas uniquement à titre personnel, non, que d'autres rentrent avec vous. Point de vue politique. Exactement. Cécile Duflot n'est pas d'accord. Et pourtant, vous avez appelé, et vous avez voté d'ailleurs, contre le programme de stabilité du Premier ministre. Et vous avez tendu cette main-là. Oui, nous avons voté pour la confiance au gouvernement de Manuel Valls, bien que nous n'y participions pas, et donc c'est bien la preuve que c'est pas une question d'ailleurs personnelle, parce que vous savez, dès qu'on parle de savoir si les écologistes doivent être au gouvernement ou pas, c'est tout de suite sur Twitter par exemple, pour reprendre ce que disait Astrid de Vilaine tout à l'heure, un déchaînement sur le thème, ils veulent des postes, la soupe est bonne, que sais-je encore. Non, c'est une question de choix politique. Est-ce que les écologistes, oui ou non, en France, ont vocation à exercer les responsabilités nationales? Ils le font depuis très longtemps au niveau local. Au Parlement européen, ils sont très actifs. Et au niveau national, ça a souvent été des courtes périodes et de façon très très limitée. Là, je regrette en effet que le parti Europe Écologie Les Verts ne se soit pas engagé avec les propositions de Manuel Valls qui me semblaient intéressantes. Aujourd'hui encore, vous diriez la même chose. Tout à fait, je n'ai pas changé d'avis. Maintenant, c'est fait. On ne va pas non plus refaire le match indéfiniment. Mais par cohérence, lorsqu'il y a eu le vote de confiance, sa déclaration de politique générale, nous l'avons soutenu. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, et notamment les questions
c'est moi qui m'exprimais au nom du groupe écologiste après sa déclaration de politique générale, les questions budgétaires, notamment par rapport à l'Europe, nous avions dit que c'était un élément qui nous paraissait compliqué, sur lequel nous n'étions peut-être pas aussi d'accord. Oui à la confiance, mais non au pacte de stabilité. C'est le vote que nous avons fait. À titre personnel, j'étais plutôt pour l'abstention. La majorité du groupe, et donc moi je me suis conformé à la majorité du groupe, a émis un vote contre. Mais je crois que surtout il y a des rendez-vous devant nous. Le rendez-vous de la loi de financement rectificative qui permettra notamment de voter la baisse d'impôts pour les ménages les plus modestes. Il y a évidemment la loi de transition énergétique à laquelle nous sommes très attachés. Et il y a aussi la loi sur la décentralisation. Et là aussi nous sommes extrêmement moteurs en soutien. Et nous souhaitons surtout que le gouvernement ne cède pas devant les conservatismes. Alors François de Rugy, donc on vous a dit finalement, donc vous avez dit on rentre pas au gouvernement, mais à votre chez les socialistes vous ont dit vous serez bien représenté quand même puisque Ségolène Royal va être ministre de l'Environnement. Est-ce que c'est une bonne ministre écolo compatible 2 mois après, vous diriez quoi? À peu près la même chose qu'il y a 2 mois, c'est-à-dire que c'est une personnalité socialiste qui a montré un intérêt pour les questions écologiques depuis longtemps. Elle a été ministre d'ailleurs de l'Environnement il y a 20 ans, plus de 20 ans. Donc ça c'est indéniable, c'est suffisamment rare pour être souligné. Par ailleurs, elle a un certain poids politique, une certaine expérience. Bon, et j'espère que ça sera utile à l'écologie, qu'elle va l'utiliser pour que l'écologie pèse au gouvernement. Oui, mais si ce poids va pour empêcher l'écotaxe d'exister... Voilà, sur la taxe poids lourd, nous avons vu ses positions. Là, c'est sûr que nous ne sommes pas d'accord parce que nous trouvons que cette taxe poids lourd, il faut l'aménager. Il y a eu des propositions parlementaires d'ailleurs tout à fait concrètes et pragmatiques pour aménager sa mise en œuvre, mais il faut la mettre en œuvre. Et je le dis d'autant plus que moi je me considère en tant que Nantais comme breton et je tiens un discours clair de la même façon ici dans un studio de radio à Paris qu'en Bretagne. Mais c'est vrai que la Loire-Atlantique c'est le 5e département breton. Tout à fait. Et c'est bien que vous le disiez. Mais au-delà de cela, il y a la loi de transition énergétique où là je pense qu'avec Ségolène Royal, oui, on peut faire du bon travail, on peut avancer, tirer dans le même sens. Alors François de Rugy, puisque vous êtes justement un élu nantais, il y a un dossier dont on parle plus du tout. Il se trouve que le Premier ministre qui est parti, Jean-Marc Ayrault, était maire de Nantes. C'est le fameux dossier de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Alors, et apparemment, il est enterré ce dossier ou les bulldozers continuent à travailler ou doucement, catimini, on est en train d'organiser la retraite. C'est un comble pour un projet d'aéroport d'être enterré. Oui. Mais c'est la réalité, en effet, vous avez raison. Non, les bulldozers ne continuent pas à travailler parce qu'ils n'avaient jamais commencé à travailler d'ailleurs. Mais il y avait eu, c'est vrai, des tensions, y compris sur le terrain. Heureusement, aujourd'hui, c'est retombé. Et moi, je sais gré au gouvernement de Manuel Valls. Mais déjà, Jean-Marc Ayrault, avant, avait amorcé un virage en disant, il y a des recours juridiques qui ont été portés, qui ne sont pas suspensifs. Donc légalement, c'est vrai que des travaux auraient pu commencer, mais le gouvernement, par un choix politique, a dit nous attendons que la justice française et se soit prononcée sur certains aspects de fond du dossier, notamment sa conformité à la loi sur l'eau, et donc il y a un moratoire de fait. C'est pas vraiment un moratoire explicite. Nous souhaiterions que ce moratoire soit explicite, voire un abandon évidemment définitif et explicite du projet. Mais en attendant, il nous paraît en effet extrêmement enlisé. Et à terme, donc, vous pensez que l'aéroport va partir? Plus on avance, moins ce projet se justifie parce que l'aéroport actuel fonctionne bien, parce que vous voyez bien que la contrainte budgétaire, nous en parlions juste avant, est forte. Elle est forte sur l'État, elle est forte aussi sur les collectivités. Alors justement, sur le budget, vous réclamiez depuis à peu près 2 ans une réduction du budget de la défense et on sent le gouvernement assez embarrassé sur cette question. Jean-Yves Le Drian dit non, il n'en est pas question, etc. On sait qu'à Bercy, on prépare des dossiers dans ce sens, des réductions budgétaires. Oui, je veux dire, moi je suis membre de la commission de la défense à l'Assemblée nationale depuis juin 2012, que c'est pas une question de principe. Moi je veux aborder là aussi de façon pragmatique la politique de défense. Nous avons besoin d'un outil de défense. Nous avons besoin que cet outil de défense soit adapté. Adapté bien sûr aux menaces et aux enjeux de sécurité d'aujourd'hui, en France, en Europe, dans le monde, mais aussi adapté à notre diplomatie, à notre ambition diplomatique qui est notamment d'intervenir sur certains territoires comme en Afrique. Eh bien, aujourd'hui, notre outil de défense n'est plus adapté à cela. Et la loi de programmation militaire qui a été votée il y a quelques mois, nous considérons que malheureusement, elle a un peu gelé
la situation, mais qu'elle n'a pas vraiment dessiné des perspectives d'adaptation, à part des réductions d'effectifs qui sont quand même fortes au sein du ministère de la Défense. Et il apparaît difficile. On sent quand même qu'il est à l'os, le ministère. Il est difficile en même temps de dire on va faire des économies sur le budget de l'État, et le gouvernement affiche une ambition forte d'économie, sans toucher au budget de la Défense, qui représente plus de 31 milliards d'euros par an, qui est l'un des plus gros budgets, qui reste en France l'un des plus gros budgets. En France, les 3 principaux postes de dépenses, c'est d'abord le remboursement de la dette, malheureusement, ensuite l'éducation nationale et ensuite la Défense. Je vous remercie beaucoup, François de Rugy. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes député Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique.